Le petit point, carotte. Salut tout le monde, on va parler IA. Iha! Belle vanne de merde quand même, hein. Ouais bah, je te rappelle que c'est toi qui écris tout. Bon, comme d'habitude, je vais parler du sujet dans l'audiovisuel, vu que c'est mon domaine. C'est pas mal. Ça t'évitera peut-être de dériver une fois de plus comme dans les vidéos précédentes. Je devrais peut-être faire ces vidéos avec une IA, je m'en prendrais peut-être moins dans la tronche. Donc, vaste sujet. Par quoi je vais commencer? Ah bah ça risque d'être palpitant si ça commence comme ça. C'est bon, oui. Déjà, je ne vais parler que des IA génératives, pas des IA entièrement programmées comme celles des jeux vidéo qui répondent qu'à ce qu'ont prévu les développeurs. Donc celles qui sont capables d'emmagasiner de l'information et d'en faire quelque chose. Je vais pas non plus partir sur des réflexions sur les IA conscientes, les philosophes n'arrivent déjà pas à s'accorder sur la conscience des êtres vivants, c'est pas moi qui vais en dire plus. C'est sûr que la philo, c'est pas sur cette chaîne que vous allez en avoir. Non mais oh! La majorité de tes vidéos, c'est sur des proutes, des boutons qui percent, et le reste, c'est des jeux de mots tout pourris. Oui, bon, ok. Et je ne partirai pas non plus sur des hypothèses qu'on ne peut juste pas du tout prouver pour le moment. Du genre, prise du pouvoir par les robots IA. I'll be back. Ok. Donc je parlerai de l'IA comme l'outil qu'il est actuellement avec des améliorations potentielles simples. Non, mais t'aurais pas pu dire ça tout de suite. Ah oui. Bon, déjà mon point de vue, j'en aurais strictement rien à faire de l'IA si nous n'étions pas dans un monde travailliste. Hors pollution, j'entends bien. Quoi, t'entends bien? Bah heureusement, t'arrêtes pas de parler. Mais non travailliste, tu veux dire quoi par là? Pour exemple, prenons l'idée du sociologue et économiste Bernard Friot. Tout le monde touche un salaire à vie permettant de vivre convenablement, genre 2000 € par mois. Et lorsqu'il y a besoin de main-d'œuvre dans un domaine, on augmente le salaire par palier le temps que la personne y travaille. Par exemple, s'il y a besoin d'éboueurs, on propose un salaire à 4000 € par mois, voire plus si personne ne veut vraiment le faire. Si une personne veut, par exemple, rénover une partie de sa maison, elle va faire le boulot le temps qu'elle ait le plus qu'il lui faut. Mais, c'est du communisme! Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, mais c'est juste pour prendre un exemple simple d'un monde non travailliste. Bon déjà avec ce mode de vie, en plus de valoriser les boulots vitaux et essentiels, au niveau culturel, on aurait des tonnes de projets bien plus intéressants parce que les artistes n'auraient pas à courir après des boulots, mais pourraient développer clairement leurs projets ou aider des projets qui leur plaisent directement. Oui enfin, si ça leur plaît réellement, suffit de prendre le temps. Bah quand tu viens de te taper une journée de boulot, qu'il te plaise ou pas, se taper des sessions le soir de 3 à 4 heures pour avancer sur un dossier où tu n'es même pas sûr de trouver les financements, c'est pas forcément le plus motivant. Personnellement, j'ai des amis, et moi-même, qui ont des projets super intéressants qui ont complètement laissé tomber, car ce n'est pas ce qui est recherché par les financeurs. Par exemple, là, en 2025 et pour 2026, ce que recherchent beaucoup les distributeurs dans l'animation, et donc les financeurs, parce qu'un projet qui n'est pas sûr d'être distribué n'attire pas les financeurs, vu que leur but, c'est de faire du pognon. Petit aparté, oui, l'audiovisuel est un business, et comme tout business, une personne qui y place de l'argent souhaite un retour sur investissement, c'est comme ça. Niveau budget, si on compare à d'autres entreprises qui embauchent autant, ce n'est pas si différent. Mais les sommes pour embaucher autant de talents sur autant de temps sont énormes. Donc l'appel au mécénat, c'est compliqué. Et dans le monde actuel, le recours aux financeurs est la seule solution. J'ai personnellement bossé sur des projets financés par des personnes qui voulaient expliquer quelque chose sans retour monétaire, surtout des projets sur le médical, et là les financements sont très bas. Pour dire, nous étions à 14 secondes d'animation par jour. Si on compare à du Disney dans les années 2010, pour les plans simples c'était 1 seconde d'animation par semaine, pour les plans compliqués c'était 1 seconde d'animation par mois. La différence est énorme. Et encore, l'animation c'est pas là où il y a le plus d'économies. Souvent c'est sur les décors, le layout, la suppression de chefs et la pré-production. Ensuite, là je fais une généralité. Forcément toute personne est différente et donc c'est pareil chez les personnes qui financent. Il y en a qui pensent que pognon sans en avoir rien à faire de l'œuvre et... Il y en a des biens. J'ai moi-même un très bon ami financeur. C'est faux! Chut, c'est de la série ou du film exclusivement pour les enfants. Même si depuis des années les projets pour ados et jeunes adultes commençaient à plaire, là ça n'en veut plus. Et aussi des projets faits avec de l'IA. Parce que c'est la mode et ça sera différent. Mais l'IA, c'est juste un outil. Ça crée pas réellement quelque chose. Oui bah, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Mais du coup nous serions dans un monde non travailliste. Eh bien ces projets abandonnés seraient faits. Et personnellement, comme mon taf c'est aussi ma passion, je donnerais volontiers des coups de main sur les projets qui me plaisent, surtout si c'est des personnes que j'apprécie. Et là que des projets se fassent avec l'IA, j'en aurais rien à faire. Déjà j'aurais pas besoin de courir après l'argent. Et il y aurait plein de projets intéressants sur lesquels bosser. Et pour les personnes qui veulent faire leur truc seuls dans leur coin, bah tant mieux. Même si à la fin le projet serait moins intéressant. Mais pourquoi avec une IA ça serait forcément moins intéressant? Déjà une IA n'apprend que ce qui existe déjà. Elle n'a pas d'émotion, de sentiments, elle recopie bêtement ce qu'on lui demande de faire.
Alors que quand tu bosses avec une équipe, l'équipe apporte des idées, des ressentis, des propositions qui viennent ajouter des plus au projet. Un film d'animation, c'est pas juste une personne qui réalise, qu'il y a des gens qui font ce qu'elle demande. L'équipe va faire ce vers quoi elle est orientée avec son propre ressenti, et va apporter des choses en plus à chaque proposition. Par exemple dans le jeu vidéo God of War, réalisé par David Jaffe et Cory Barlog. Le personnage principal, Kratos, a été complètement inventé par une personne de l'équipe de design en griffonnant sur la nappe de la table pendant un repas, alors que ça faisait des mois que les deux réalisateurs n'arrivaient pas à trouver le design de ce personnage. Tu pourrais pas dire le nom de la personne? Bah la PS2 est encore dans les cartons. J'avoue, j'ai la flemme de la sortir et refaire tout le jeu. Ma carte mémoire est morte. Pour revoir les bonus où l'un des réalisateurs l'explique en interview. Par contre, si quelqu'un le sait, je me ferai un plaisir de l'épingler dans les commentaires. Oui, bon, t'as un exemple. Et en plus, c'est même pas dans l'animation. Bah j'en ai d'autres, dont un super connu, mais le réalisateur dit qu'il l'a créé, alors que c'est une personne de l'équipe de set design. Ce qui pose une petite polémique en interne entre les deux personnes. Et je veux pas m'en mêler. Mais t'es qu'un lâche en fait. Et on va dire que j'ai pas forcément envie de perdre du boulot potentiel. Après, là, tes exemples. Actuellement, ça fonctionne surtout avec les petits et moyens studios. Parce que pour les gros studios, c'est pas trop ça. C'est plus l'usine. C'est vrai que quand on voit les Marvel de Disney par exemple, oui, y a pas vraiment besoin de scénariste, c'est quasi toujours le même truc. Tu changes les noms, les costumes, à part si c'est le premier, tu vois pas la différence. Hein. Ils ont réussi à me dégoûter des comics alors que j'étais fan depuis tout petit quand ça sortait même pas encore au ciné. Je suis vieux. Ce genre de studio, de toute façon, n'en a rien à faire des films qui sortent en fait, parce que leur clientèle, c'est pas les spectateuristes, c'est les actionnaires et investisseurs. Ça serait des jeans, des machines à laver, du café ou du fumier, ça serait exactement la même. Du fumier. Je déteste le fumier. Ok, mais bon, pour bien vendre un film, faut bien faire un bon film. On en reparle de la Reine des Neiges par rapport à Ernest et Célestine. Faudrait t'en remettre quand même. Du coup, remplacer toutes les personnes qui sont sur le projet pour les remplacer par des IA, autant dire que ça leur va complètement. Bah non, il y a Disney, Universal et Warner Bros qui ont porté plainte contre les entreprises d'IA. Ça devrait sauver le métier. Oui, j'ai pas mal entendu ça. Mais en fait, ils ont pas porté plainte contre les IA, mais contre le fait que les IA utilisent les personnages dont ils ont les droits. À côté de ça, les mêmes studios ont des départements IA, donc ils sont bien loin d'être contre. En fait, c'est totalement la même chose que, et là je ne parle pas que dans l'audiovisuel, la disparition des ouvriers avec le rêve de l'an 2000. Ah oui, pour rappeler aux jeunes, le rêve de l'an 2000, c'était que tous les trucs pénibles allaient être remplacés par des machines. Ceux qui laisseraient plus de temps aux personnes pour vivre bien avec leur famille, c'était porté par la droite, mais c'était quand même vachement communiste. Oui, sauf que dans cette fameuse idéologie, ça voulait dire que l'ouvrier remplacé par la machine continue à toucher son salaire, or l'ouvrier s'est fait virer parce qu'on n'en avait plus l'utilité, et c'est le patron qui garde le salaire. Mais en plus, on dit que l'ouvrier maintenant, c'est un fainéant, parce qu'il bosse pas, alors qu'en fait il y a 400 000 offres d'emploi pour 4 millions de chômeurs. Et les offres c'est pas des CDI, ou bien c'est dans le trou du cul de la France. Et pour l'IA, ça va être exactement pareil. Il y a déjà plein de fonctionnaires qui sautent. Non, c'est juste que pour 2 parties en retraite, on n'en prend plus qu'un. Bah, ça fait un emploi sur 2 de supprimer, donc une personne de plus qui reste au chômage. Du coup, dans un monde non travailliste, ouais, allez-y, remplacez les boulots qui n'intéressent personne par des machines et des IA. Et franchement, pas de soucis. Mais là, si on veut que les gens Travail, n'est-ce pas? bah, de base, on ne devrait pas accepter ce genre de technologie. Et en plus, dans l'audiovisuel, c'est majoritairement des personnes qui sont passionnées qui font ce boulot. Il n'y a pas des domaines où il serait plus intéressant de remplacer l'humain pour qu'il soit pas bousillé à 50 piges. Genre les éboueurs qui ont une expérience de vie bien inférieure à la moyenne et qui ont 2 fois plus d'accidents du travail que la moyenne nationale. Pour en revenir à l'audiovisuel, autant dire que ça va faire des dégâts. Là, on en est au tout début. Et bah, suffit de voir les artistes de doublage. Il y a de grandes chances qu'il n'y en ait plus. Autant dire que sans ces personnes-là, on n'aurait jamais eu le fameux... ou encore moins... Pour le... Nom de Zeus. Faut pas oublier aussi les personnes qui traduisent. Oui, parce que les traducteuristes, c'est la même chose. Parce que c'est pas juste remplacer les mots d'une langue par une autre. C'est aussi l'adapter au public. Genre Madagascar 2. Je suis une jeune fille. Hey, surprise, Briggs! Whoa! Shake it! Shake it! Oh, I'm a lady! C'est bête, mais le check-it, c'est pas super populaire en France. Eh bien, Gazou, ça fonctionne largement mieux. Ça va plus avec notre culture. Pour les autres domaines, pour l'instant, on va dire que c'est pas encore aussi brutal. Parce qu'actuellement, c'est pas vraiment au niveau. Mais bon, d'ici peu de temps, ça sera la même chose. J'ai parlé avec un producteur dernièrement, sur un de leurs projets, ils ont dû faire les décors par l'IA. Le souci, c'est que les IA, quand elles ne font pas un truc nickel direct, si on lui demande de faire des retouches, ça fait
n'importe quoi. Du coup, ils ont dû embaucher une équipe pour retoucher les décors IA, et au final pour le studio, le coût est revenu au même que s'ils avaient directement embauché une équipe complète pour faire le boulot. Donc les personnes qui ont bossé dessus ne se sont pas fait plaisir, le coût était le même, et ça a été plus polluant. Par contre, une fois de plus, l'IA a été entraînée. Du coup, le studio d'animation a payé pour finalement pas grand chose, mais l'entreprise qui lui a loué en a bien profité. Ça me rappelle un peu l'arnaque avec internet où le boulot de bêta-testeur a été supprimé parce que des gens étaient prêts à payer pour tester les jeux avant leur sortie, tiens. Cela dit, je pense qu'effectivement, l'IA va sauver les entreprises d'Hollywood. Attention, monsieur se met en mode dev. Oui, j'avoue. C'est juste que depuis des années, on est rentré dans un cycle rappelant la fin de l'âge d'or d'Hollywood qui s'est terminé par l'énorme flop de Cléopâtre. C'est-à-dire qu'Hollywood a bien commencé avec des artistes qui faisaient leurs films eux-mêmes, puis devenus producteurs et voulant toujours des films plus impressionnants, avaient recours à de plus en plus de financeurs, créant les studios les plus connus et les plus emblématiques. Sauf qu'à force, eh bien, il fallait que les films rapportent toujours de plus en plus d'argent. Le client, c'est le financement, pas le public, comme dit plus tôt. Ce qui a amené à des films sans prise de risque, toujours sur le même modèle qui, au final, a lassé le public et fait couler plein de studios. C'est difficile de parler de la fin de l'âge d'or sans parler de la loi antitrust qui a permis au cinéma de se libérer des ventes par bloc, de l'interdiction des contrats toxiques et de servage, ainsi que la blacklist qui interdisait les personnes communistes, présumées communistes et côtoyant potentiellement des communistes de pouvoir travailler dans le cinéma, faisant tomber des personnes très talentueuses, et aussi du pouvoir quasi total des studios sur les œuvres plus que les artistes, un peu comme les Final Cut actuels. C'est pas le sujet de la vidéo, alors j'ai juste fait un énorme résumé. J'ai pas prévu de faire de vidéo là-dessus, mais si ça intéresse une ou deux personnes dans les 14 qui vont regarder la vidéo, il y a moyen que je m'y penche. Puis dans les années 70 est revenu le fait de faire des films à petit budget, et on a vu sortir des petits nouveaux genre Lucas et Spielberg avec des choses bien innovantes et surtout suivant d'autres styles de scénario, en partant plus sur une structure narrative de l'antiquité grecque appelée le voyage du héros. D'ailleurs, on est tellement là-dedans qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que cette façon pour écrire une histoire. Mais bon, je ferai peut-être un point là-dessus un jour, tiens. Maintenant, quasi tous les films suivent cette ligne, et on en arrive de plus en plus justement à ne pas vouloir prendre de risques, car les actionnaires et les financeurs ne veulent plus en prendre, et veulent juste faire des pépettes. Les films se ressemblent tous, le public se lasse, du coup il faut que le prochain soit encore plus impressionnant, ce qui demande plus de monde pour faire une meilleure qualité et donc plus de financement. Et là l'IA va pouvoir sauver le truc, car si on supprime les gens pour les remplacer par des machines moins coûteuses, à moindre frais, on peut continuer à gagner autant d'argent, voire plus. Donc l'IA pourrait sauver l'industrie hollywoodienne, mais pas les personnes qui y travaillent directement. Et une industrie sauvée qui n'a plus d'employés, est-ce que c'est vraiment encore une industrie? En plus, je suis plutôt d'accord avec le fait que les illustrateuristes dénoncent une sorte de vol de leur travail. Car certes, il y a eu plusieurs plaintes faites pour plagiat sur les IA mais qui n'ont pas abouti parce que 1. Seules les personnes physiques peuvent être attaquées, et de 2. Ce n'est pas du plagiat, mais dans le style de l'artiste. Alors, pour ce second point, ok, je comprends complètement si c'est une personne humaine qui fait dans le même style, car cette personne va prendre du temps et de l'énergie pour analyser et apprendre à faire pareil, et du coup, derrière, il y a un véritable travail d'accompli. Alors qu'une IA, il n'y a pas de réflexion derrière, juste du recopiage bête et méchant pour faire plaisir à quelqu'un qui veut faire quelque chose mais qui ne souhaite pas prendre le temps d'apprendre à le faire, et qui en soi ne sait pas le faire. Oui, mais bon, au pire, si la personne ne veut pas qu'on lui vole son style, elle n'a qu'à pas le mettre sur internet. Dans le monde actuel, si tu veux pouvoir en vivre, t'es obligé de mettre ton boulot sur le net. Si la personne fait un film et qu'il fonctionne, bah elle aura fait de l'argent, c'est pas si grave si après elle n'en fait plus. Je vais prendre l'exemple de Tom Moore, l'auteur-réalisateur de Brendan et le secret de Kells, Le Chant de la Mer et Le Peuple Loup, parce qu'il a vraiment un style particulier. Bon, comme tout réel, la première fois que tu fais un film, autant dire que tu peux pas négocier ton salaire, et encore moins les droits d'auteur. En France, en général, les droits d'auteur d'un auteur-réalisateur, ça va de 1 à 5%. Du coup, si tu cumules les deux postes, tu peux toucher de 2 à 10% des droits d'auteur sur ton œuvre. Et tant que t'es pas connu, tenter de négocier plus de 1%, c'est vraiment risqué de ne pas faire le projet. Du coup, autant dire que pour son premier film, ça n'a pas du tout été folichon la moula dans le porte-monnaie. Par contre, ça lui a permis de faire découvrir son style très particulier, qu'il a mis une 30aine d'années à développer, ce qui lui a permis de faire d'autres films. Imaginons maintenant qu'on ait des IA comme celles qu'on aura dans quelques années, et que Tom Moore sort son premier film à ce moment-là. En partant du principe qu'il n'avait jamais rien mis sur le net avant, même si c'est ce qui lui avait déjà donné une petite notoriété. Eh bien il fait son premier film, qui fonctionne bien, et fait découvrir son style par la même occasion. Et bien ensuite les studios qui ont bien aimé vont pouvoir faire des films sans l'embaucher. Du coup il aura fait un film où il aura été peu payé, et en plus d'autres profiteront pleinement de son travail pour se faire de l'argent sans plus du tout le prendre en compte. Et pour faire un autre film, il faudra qu'il développe de nouveau un nouveau style sur une 30aine d'années. Oui, enfin c'est bien ce que disent les artistes IA, c'est des métiers voués à disparaître. Bon déjà j'ai du mal avec le terme d'artiste de base, mais encore plus pour les artistes IA, parce qu'il n'y a rien de créé, c'est surtout essayer de trouver une image qu'il y a dans leur tête, plus ou moins d'ailleurs, via ce que connaît l'IA. Du coup, hors le fait de savoir guider l'IA, ce qui devient de plus en plus facile, il n'y a pas grand chose qui se fait derrière, c'est largement être plus technicien qu'artiste.
Oui, mais il y a bien des réalisateuristes qui font exactement pareil. Juste gérer des équipes pour avoir une œuvre à la fin. Alors oui, quand on fait un film, on peut pas avoir les compétences de tous les postes. Mais si t'en as aucune, que tu transvases juste le script en disant « Hop, l'équipe design, vous me faites les personnages dans le style du truc à la mode. Le storyboard, vous faites comme vous le sentez. Hein. » Et ainsi de suite pour tous les autres postes, et qu'après c'est juste des « Ah ouais, non, développe plus, là j'aime pas trop. Hein. » Personnellement, j'appelle pas ça des artistes, plus des chefs d'équipe d'artistes. Et si, ça existe, hein, j'en ai connu. Ok, mais pour certaines personnes, c'est quand même être artiste, car c'est une personne qui décide au final. Ok, mais une personne qui achète 2 meubles Ikea pour faire un meuble, dans ce cas, c'est un ébéniste ? Parce que pour résumer, une IA c'est un énorme catalogue, et le but de la personne qui l'utilise c'est de trouver le point qui se rapproche le plus de ce qu'elle souhaite dans cet océan de données. Et après, là où les techniciens IA se tirent une balle dans le pied en prenant de haut les artistes qui nourrissent leur outil, c'est qu'en fait à la fin, il n'y aura plus rien de réellement original. Parce que je pense que les artistes, si de toute façon montrer leurs œuvres ne les fera plus vivre parce que leur style sera volé, les œuvres seront gardées dans leur coin, ou au pire elles n'existeront pas parce qu'il faudra faire du boulot inintéressant. Après, comme disent les artistes IA, c'est comme les peintres de portraits qui ont quasi disparu à l'apparition des appareils photo. C'est une nouvelle technologie et ça coûtait moins cher. C'est juste un changement de pratique et il faut évoluer avec son temps. Alors là-dessus je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que l'exemple serait beaucoup plus pertinent par rapport aux outils déjà développés du genre Painter, Krita ou Photoshop. Je connais plusieurs personnes qui adorent pourtant travailler la peinture, genre huile, les collines, etc. mais qui pour des raisons commerciales sont bien obligées de passer par le numérique. Parce que oui, le CTRL-Z, le retour en arrière, c'est plus pratique que de devoir attendre que la peinture sèche pour pouvoir retoucher, ou même pour changer une couleur plus facilement. Donc forcément, quand on vend quelque chose, on vend certes son talent, mais aussi et surtout son temps. Donc même si ces personnes préfèrent le réel... D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que dans le numérique, rarement sont gardées les petites erreurs qui pourraient apporter quelque chose, un petit cachet supplémentaire. Elles sont bien obligées de passer au virtuel pour être dans les prix du marché. Pour ce qui est de comparer l'IA à la photo, c'est oublier quand même une grande chose. Même si on ne prend que les portraitistes, eh bien la photo c'est différent de la peinture. Sur la peinture, tu peux tricher sur tout. La personne est complexée par son gros pif, bah tu lui en fais un plus petit. Avec la photo, il faut jouer avec les éléments du réel. Ces deux formes d'art qui, certes ont un support plus ou moins identique, se gèrent complètement différemment. Là, l'IA, c'est finalement juste choisir un point de connaissance de l'IA pour faire ce que l'on souhaite. En gros, on pourrait demander « Je veux des personnages au design de Disney qui se font des chatouilles et le tout dans un style graphique Miyazaki. » Ou encore « Je veux un petit Africain qui fait des sculptures en pastèque pour avoir plein de likes sur Facebook. » Ok, ton image est peut-être sympa, mais il y a quoi comme boulot et réflexion derrière? C'est finalement pas toi qui fais la prestance de l'image. Et je vais rajouter aussi que cet argument est un peu fallacieux, parce que c'est mettre de côté que les peintures portraits c'était aussi avoir des souvenirs. Et oui, l'arrivée de la photo a grandement permis aux personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir s'acheter des souvenirs de leurs proches. Pour rester dans la photo, vu que c'est leur grand argumentaire, si j'étais artiste IA, pour être plus honnête, alors je comparerais ça au passage de l'argentique au numérique. Mais même là, je trouve que c'est plus proche de mon exemple entre la peinture et les logiciels. Parce qu'en gros, l'IA, ce serait plus finalement demander à un robot photographe de prendre une belle photo d'un paysage, le robot prend la photo par rapport à tous ses paramètres préenregistrés, et ensuite dire c'est moi qui ai fait la photo. Mais un artiste, c'est quelqu'un qui a un message à faire passer, quelle que soit la technique. Alors c'est un point de vue. La définition qui revient le plus souvent, c'est personne qui exerce professionnellement un art ou à un niveau supérieur à celui de l'artisanat, un des arts appliqués. Du coup, pour moi, c'est plus les personnes qui aiment les œuvres qui vont définir si la personne est artiste ou pas. Par exemple, un ébéniste va faire un meuble. Certaines personnes vont le trouver magnifique et dire que c'est de l'art. Et d'autres, qui seront moins touchés par l'œuvre, diront que c'est juste un meuble et considéreront l'ébéniste comme un artisan. Après ok, pour citer que 2 exemples, entre la personne qui a collé une banane contre un mur et celle qui a chié dans des boîtes pendant 1 an avant de les exposer, avait aussi un message. Alors, est-ce que c'est de l'art? Si oui, je vous offre volontiers le contenu de mes toilettes sèches. De mon côté, j'ai bossé sur des œuvres très artistiques et d'autres qui étaient juste pour faire de la thune pour les ayants droit. Du coup, faire une œuvre juste pour faire de la thune, est-ce que c'est de l'art? En tout cas, le fait de se nommer soi-même artiste IA, je pense que c'est avoir la tête plus grosse que ses chevilles qui enflent. Et au moins, elles auraient pu faire le jeu de mots « y-artiste ». Un autre souci que j'ai avec l'IA, c'est actuellement les organismes de financement. Alors ça ne vient pas que de l'IA. Quand il y a eu des nouveaux logiciels, les demandes étaient de faire des quotas plus élevés. Quand il y a eu des imprimantes 3D en stop motion, on a réduit les équipes pour faire les marionnettes, etc. Du coup avec l'IA, c'est ce qu'on voit. Prenez l'IA, ça va réduire les coûts. Ça je le comprends de la part d'un actionnaire, d'un financeur, d'un diffuseur, vu que leur but c'est juste de faire de l'argent. Mais de la part d'organismes de financement, j'ai un peu du mal. Parce que le but de l'organisme c'est effectivement de financer des projets mais qui soient sur le territoire, non pas pour faire cocorico, bien qu'un peu quand même.
mais pour que cet argent, en fait, continue à tourner sur le territoire et fasse donc tourner l'économie du pays. Donc si on ne paye plus les personnes pour faire le boulot, mais l'allocation d'IA, l'argent ne reste plus sur le territoire, mais va à une entreprise états-unienne, chinoise ou japonaise. Ça fait donc une fuite des capitaux pour l'économie du pays. Pour être plus concret, je vais prendre un exemple parallèle. Depuis quelques années, les studios de stop motion, on leur demande très fortement d'acheter des imprimantes 3D. Pour réduire les coûts, parce que l'équipe de 10 personnes qu'il y avait avant va être réduite à 3 personnes plus 2 modeleurs 3D. Sauf qu'une imprimante 3D professionnelle, c'est entre 35 000 et 55 000 euros. Et encore plus. Et bien tout ce budget, au lieu de tourner dans l'économie française en payant des personnes qui allaient acheter des choses dans le coin, part à l'entreprise chinoise qui vend l'imprimante. En plus, il faut aussi compter le rachat de matériaux réguliers. Tout ça, c'est de l'investissement qui part du pays, alors que c'est imposé par les organismes. Je trouve ça aberrant. Surtout quand on est dans un pays où l'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'argent magique ou ce genre de conneries. En fait, c'est un peu comme donner 211 milliards d'argent public à des grandes entreprises qui font de l'évasion et de la fraude fiscale. C'est de l'argent qui au final ne tourne pas dans le pays, et donc de l'argent perdu pour l'économie du pays. Et dernier point, l'IA est hyper énergivore. Bah oui, parce que le numérique c'est énergivore, même si on s'en rend pas compte. Par exemple, une recherche Google, c'est 7 grammes d'émissions carbone. Ça me fait une belle gambette de savoir ça. En gros, c'est l'équivalent d'allumer une ampoule LED de 10 watts pendant environ 3 heures. D'ailleurs, petite astuce facile pour réduire vos émissions. Sans rentrer dans le détail car c'est une parenthèse, beaucoup disent que les mails sont énergivores. C'est vrai, mais contrairement à ce que l'on peut croire, l'envoi et le stockage n'est pas ce qui est le pire. Ça représente environ 1,3% des émissions produites par le mail. Ce qui est le plus énergivore, c'est l'écriture. Car pendant cette écriture, le mail va s'enregistrer au fur et à mesure en passant par des serveurs, etc. Du coup, pour réduire son empreinte, il suffit tout simplement d'écrire le mail à côté, genre un document texte, puis une fois fini, de copier-coller le texte dans le mail et hop, grosse réduction faite simplement. Selon le MIT Technology Review, la seule phase de préenregistrement de GPT-3, en gros entraîner un modèle à reconnaître des images, traduire du texte ou encore générer du contenu, a généré l'équivalent de 626 000 kg de CO2, soit 71,9 tours de la Terre en voiture. Oui, enfin, GPT-3, ça date un peu pépère. Oui, bah j'ai pas les chiffres pour les nouveaux. Ok, mais bon, c'est la phase d'apprentissage, après ça doit le faire. Eh bien, selon Shaolin Ren, si 10% des travailleurs américains, donc pas tous les Américains, utilisent l'IA une fois par semaine pendant 1 an pour rédiger un mail, soit juste 52 fois, cela entraînerait une consommation de 435 millions de litres d'eau et 121 517 mégawattheures d'électricité. En gros, l'énergie pour alimenter tous les foyers de Washington pendant 20 jours. Parce que oui, refroidir les serveurs, ça consomme de l'eau douce. Et on peut lire dans Making AI Less Thirsty, Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. Fais pas semblant de prendre un accent, ça s'entend que tu parles pas anglais. Il est estimé que la demande mondiale pour l'IA pourrait entraîner un prélèvement de 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d'eau d'ici 2027, soit l'équivalent de 4 à 6 fois la consommation annuelle du Danemark. Alors, t'as mis la date de l'article ? C'est le 29 octobre 2023. Il y a encore plus de demandes sur l'IA qu'il n'était estimé à l'époque. Faudrait voir à te mettre à jour. Bah, j'ai pas les compétences et j'ai pas envie de faire comme les personnes qui estiment au doigt levé les demandes pas prises en compte pour dire que ça fait ça de plus. Moi, j'en sais rien, je suis pas chercheur, je suis juste une personne qui fait des gribouillis qui bougent. Mais bon, on peut quand même se dire que si une personne envoie 52 mails avec l'IA, qui est quand même une tâche bien plus simple que de faire une image, ça fait déjà une pollution énorme, autant dire que créer des images, plusieurs par jour, tous les jours, ça sera forcément bien plus polluant que de faire juste travailler une personne avec sa tête et ses mains. Oui, mais maintenant, toutes les œuvres d'animation se font sur ordi. Oui, mais un ordinateur, voire plusieurs, qui tournent avec un logiciel d'ouvert n'a pas besoin de serveurs aussi énormes. Après, tout dépend du projet, mais dans les studios où j'ai bossé, les serveurs sont pas aussi énormes, et quand le projet est terminé de chez fini, il est mis sur un disque dur externe et ne prend plus d'énergie au serveur. Contrairement à un cloud, où même si c'est du stockage et que c'est minime au niveau énergie, c'est quand même moindre que ça soit dans un disque dur qu'on ne vient brancher qu'en cas de besoin, et que la connaissance du savoir-faire est stockée dans la tête des gens qui ont travaillé sur l'œuvre. Et c'est plus net pour la planète. En conclu, Tu pourrais relever le slogan quand même, avec la rime et tout, c'est cool. ça va, je pense que tout le monde l'a compris. Non mais tu me fais dire des trucs de merde et en plus tu les relèves même pas. J'ai l'air de quoi moi après ? Bon, haha, top le slogan. Donc en conclusion, l'IA est un outil qui peut à la fois être utile, mais aussi très gadget, et ce qui est sûr, c'est qu'il va faire des ravages au niveau emploi dans l'audiovisuel, tout comme il en fait déjà beaucoup dans d'autres domaines.
Et ça n'améliorera pas la qualité, ça permettra peut-être d'aller plus vite, mais il n'y aura qu'une vision qui la dirigera, et donc ça ne sera plus aussi riche qu'avant. Non mais attends, tout le monde va pas passer à l'IA. Il y a plein de petits et moyens studios qui souhaitent continuer à travailler avec des personnes. Les grands studios mettent les paliers. Par exemple, un film de Jean-François Laguilloni n'arrive actuellement qu'à avoir un budget de 2 millions. Un film Illumination MacGuff, c'est dans les 70 millions. Et un Disney Pixar dans les 100 millions. Imaginons que grâce à l'IA, Disney baisse son budget à 50 millions. Alors Illumination MacGuff va baisser le sien aussi pour rester concurrentiel, genre à 35 millions. Certes, les 2 millions c'est toujours plus bas, mais comment expliquer à une personne qui finance que ça reste ce budget? Alors oui, on peut toujours sortir la carte de l'artisanat, mais c'est déjà ce qui est fait, donc c'est compliqué. Et avec ces 2 millions, autant dire que les quotas sont déjà très élevés sur une équipe très réduite. Si le budget doit baisser, c'est obligé de passer par l'IA si tu veux garder un minimum de qualité. Du coup, ça va forcément entraîner une spirale et c'est pas nouveau. Comme j'ai dit plus tôt, ça a été exactement la même histoire avec les machines et les ouvriers. Et en plus, c'est hyper polluant. Ouais, donc outil moins passionnant, faisant du chômage et plus polluant. Bah, c'est loin d'être très intéressant. Faudrait arrêter de les entraîner en fait. Bah, je crois pas au boycott. Il y aura toujours des personnes qui continueront à utiliser cette technologie parce que c'est plus facile ou parce que ça les amuse. Non, la vraie solution serait de légiférer ou insister pour que les organismes soutiennent les projets sans IA, tout comme c'est fait pour l'égalité femmes-hommes ou autres. Mais j'avoue qu'avec les états actuels dans le monde, je pense pas qu'on puisse vraiment faire quelque chose contre. Super ambiance. Que répond une intelligence artificielle lorsqu'on lui demande de faire quelque chose? Il n'y a pas de souci. Hé 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 hé. Ou encore, que dit un robot curé? Alléluia! Et sinon, l'intelligence artificielle ne savait pas quoi répondre, alors elle balbutia. Hop hop hop, c'est bon, normalement c'est nous qu'on fait les jeux de mots, hein? Wow, c'est bon, hein, faut te calmer. Désolé, j'ai pété un câble. Le chat, j'ai pété un câble. Si, c'est drôle. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao. On va tous se faire remplacer, ia iao. On va devoir faire des boulots à chier, ia iao. Comme il n'y en aura plus au chômage, on va se retrouver, ia iao. Et de branleurs, on sera insultés, ia iao. Alors le travail est devenu un devoir plutôt qu'une liberté, ia iao. Finalement en URSS on s'est retrouvé, ia iao. Oh, c'est chaud. Ya